très heureux de vous recevoir ce soir, Maître Héritier Luzolo Kwanzambi, avocat près la Cour d'appel. Nous avons l'honneur de vous recevoir pour nourrir, expliquer la population congolaise, les éclairer au sujet de la procédure de flagrance. Bon nombre de Congolais se demandent pourquoi il y a des procès organisés à l'égard des malfrats communément appelés Koulouna, ça et là, dans les sièges ordinaires des cours des juridictions militaires civiles, des procès, des audiences en foraine, avec l'appui du ministère de la Justice, de l'Intérieur. Maître, que peut-on retenir de la procédure en flagrance? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais exprimer ma joie d'être reçu par vous dans votre chaîne YouTube, et afin que nous puissions parler de la procédure, n'est-ce pas, procédure de flagrance telle que organisée ici en République démocratique du Congo et en droit positif congolais. D'emblée, nous allons d'abord définir, n'est-ce pas, ce qu'on attend par la flagrance. La flagrance est une situation dans laquelle une personne vient de commettre une infraction à peine même. Donc, l'infraction qui vient de se commettre, ok, ou la personne en question commet l'infraction réputée comme telle, réputée comme flagrante. Donc, l'infraction réputée flagrante est poursuivie d'une clameur publique. C'est à ce moment-là qu'on parle de la flagrance. Donc, il y a la fraîcheur dans la temporalité, suivant la circonstance dans laquelle l'infraction est commise. Et dans ces cas, il y a une procédure, n'est-ce pas, particulière qui est prévue par les législateurs congolais. Et cette procédure est prévue dans les codes de procédure pénale, spécialement en son article 6. Vous voyez? Suivant cette procédure, il est dit que toute personne qui se trouverait, n'est-ce pas, en face de cette situation, même les particuliers qui n'est pas autorité judiciaire, qui n'est pas magistrat, ni l'officier de police judiciaire, peut appréhender la personne, auteur présumé de la dite infraction, infraction bien entendu qualifiée de flagrante, et la cheminer devant l'autorité judiciaire la plus proche. Ça peut être un OPJ, un officier de police judiciaire, au niveau du sous-SIAT, sous-commissariat de la police nationale congolaise. Ça peut être un inspecteur judiciaire, ça peut aussi être directement le magistrat. Vous acheminez la personne et vous le déférez devant l'autorité judiciaire. Pourquoi nous disons que c'est une procédure exceptionnelle? Parce que comme nous le savons tous, n'est-ce pas, en droit de procédure pénale, l'arrestation, la liberté est de principe et l'arrestation est d'exception. C'est-à-dire, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Et lorsque la personne est privée de sa liberté, cela doit être justifié. La raison pour laquelle on ne peut jamais arrêter la personne
un auteur présumé de l'infraction sans pour autant observer certaines conditions légales qui doivent être réunies. Notamment, sa fuite doit être à craindre, son identité doit être louche, et il doit y avoir les indices sérieux de culpabilité, et en plus, il doit y avoir la flagrance. Une infraction qui vient de se commettre tout de suite là. La personne est poursuivie d'une clameur publique, porteuse des effets infractionnels, porteuse d'une arme blanche par exemple, s'il s'agit de meurtre, porteuse de biens volés, s'il s'agit de vol qualifié ou vol simple. Vous voyez? Et cette personne-là, on doit l'appréhender par toute personne, même un particulier, même un passant. Et à cette personne qui arrête pour acheminer l'auteur présumé de l'infraction devant les autorités judiciaires, on ne peut pas imputer l'infraction de l'arrestation arbitraire. Pour autant que l'acte posé, c'est-à-dire l'acte d'arrêter la personne, la priver de sa liberté, est justifié par la loi, du fait de la flagrance de l'infraction commise, du caractère flagrant de l'infraction commise. Là, je crois qu'on se met d'accord par rapport à ça. Maintenant, les sièges de la matière, qui organisent, n'est-ce pas, la procédure de flagrance, nous savons qu'il y a l'ordonnance. L'ordonnance, loi numéro 78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Alors, que dit cette ordonnance? L'ordonnance dit ceci: toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. Examinons maintenant cet article, parce qu'il y a une problématique qui se pose là. Dans la pratique, nous constatons que, d'abord, le principe dit que la personne qui vient d'être appréhendée pour avoir commis une infraction flagrante doit, séance tenante, être déférée au parquet. Et sur le champ, le législateur ajoute, et sur le champ, déféré, présenté devant le tribunal. Et dans la pratique, comme j'ai eu à m'entretenir avec certains magistrats, qui nous disent, dont je préfère taire les noms bien entendu, qui me disent plutôt que, en cette matière, le prévenu, donc l'auteur présumé de l'infraction, flagrante, qualifiée flagrante, doit être traduit directement devant le tribunal et tous les faits dont on lui reproche seront connus là-bas. Et par les magistrats, et par les juges, par les magistrats du parquet, et par les juges, et par lui-même l'intéressé. Or, la loi n'a pas donné les détails. La loi dit tout simplement qu'il doit être présenté, déféré au parquet, et ensuite présenté devant les tribunaux. Et moi, je pense qu'il y a une phase transitoire qu'on doit observer. Notamment lorsque la personne vient au parquet. C'est un dossier du parquet. Évidemment, la procédure requiert célérité, bien entendu, on le sait bien. Mais moi, je pense qu'il y a des actes qui relèvent des attributions du ministère public et qui doivent être posés. Premièrement, les prévenus doivent être identifiés sur procès verbal d'interrogatoire. Les magistrats doivent rapidement nous poser quelques questions. Des questions fondamentales relatives aux circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction. Les magistrats doivent dire les faits dont il est reproché
et préparer, n'est-ce pas, une requête de fixation des dates d'audience. Alors, les dossiers aussi doivent revêtir un numéro RMP, parce que ça vient du parquet. Un numéro RMP, pour prouver que c'est un dossier qui vient du parquet. Le magistrat doit connaître les faits préalablement, en posant des questions de manière succincte au prévenu. Ce qui va lui permettre d'être à l'aise lorsqu'il va présenter son réquisitoire devant le tribunal. Et ce dossier-là sera transmis au tribunal par le truchement du secrétariat du parquet. Et le dossier doit descendre au greffe. D'abord au parquet, ça revêt un numéro RMP. Et au greffe, on enrôle, on met RP, rôle pénal. C'est alors que ça doit être fixé par le juge. Ce n'est pas ipso facto tout de suite là, le même aïe, non! Comme certains disent, non! Parce qu'il y a des phases, des étapes procédurales, indispensables. Vous voyez? Et lorsqu'on va présenter maintenant les prévenus devant le tribunal, c'est alors qu'il sera interrogé. On va le confronter, n'est-ce pas? On va d'abord, le magistrat va exposer les faits, et puis le tribunal, le prévenu sera auditionné par les juges, on va auditionner les témoins, on va auditionner la partie civile. Et après, donc d'abord, qu'est-ce que j'ai dit? La partie civile va exposer les faits. Et on va auditionner toutes les parties possibles. Le ministère public doit donner son réquisitoire. Et les jugements seront rendus sur dispositif immédiatement. Et on ordonne l'exécution. S'il n'est pas coupable, on la quitte. S'il est coupable, on le condamne. Et il y a une problématique qui s'écrit. Doit-on, au nom de la célérité de la procédure telle qu'exigée par les législateurs, doit-on, disais-je, sacrifier, empiéter les droits de la défense qui sont reconnus et garantis par la Constitution? Moi, je pense que non. On doit respecter les droits de la défense. Cela veut dire que le prévenu doit aussi avoir le temps d'organiser ses moyens de défense. Il a droit à un avocat, à être assisté par un avocat. Et cet avocat-là doit être consulté, doit s'imprégner du dossier. Ce n'est pas tout de suite là, nous, on prend la personne, le présente devant les tribunaux et un avocat vient qui ne maîtrise pas les faits et directement on lui demande de plaider. Non, 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 non. C'est ainsi que nous disons, c'est une proposition au nom du droit de la défense, non du principe universel des droits de l'homme, parce que le monsieur qu'on a arrêté est encore présumé innocent, alors on doit absolument laisser passer même 48 heures. 48 heures, au besoin même 72 heures, pour permettre aux prévenus, à travers ces conseils, de pouvoir préparer le moyen de défense. Voilà ce que je veux dire. En fait, les motifs de l'initialité, c'est pour éviter l'effacement des preuves, l'effacement des indices. Comme c'est une infraction qui est subie par la société, dont le préjudice est subi par la société, et avec la même publique, le tribunal, donc la justice doit intervenir pour corriger ce comportement infractionnel. Voilà. Et satisfaire la sécurité juridique dont la société a besoin. Et j'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour ces éclaircissements.
qui vont tout droit à tous ceux qui vous ont suivi avec beaucoup d'intérêt, qui doivent retenir que la procédure de flagrance a pour intérêt à faire en sorte que les preuves, les indices sérieux de culpabilité ne puissent pas disparaître. Nous vous disons merci pour le temps que vous avez disponibilisé. Merci, bonne soirée à vous.